Alors que ce qu'ils devraient faire, c'est dire on veut une nationalité québécoise, puis si la CAQ le met dans le projet de loi 1, on va voter pour. La CAQ est désespérée, je pense, d'avoir un appui de l'opposition. Je pense qu'elle aimerait vraiment ça à la CAQ, j'ai pas d'informations privilégiées, mais je pense qu'elle aimerait vraiment ça avoir un des partis d'opposition qui les appuie. Le PQ devrait le faire, conditionnel à la création d'une nationalité québécoise. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 3e voie politique au Québec, incarnée par la CAQ. Il y a un pronostic de mort imminente qui afflige et qui accable la CAQ depuis déjà quelques mois. On va voir avec quelqu'un qui a agi, sans dire Guillaume Rousseau que tu es caquiste, bonjour. Bonjour. Moi, j'ose croire qu'on va se tutoyer, on se connaît. Ben oui. Puis d'ailleurs, tutoie-moi pour de vrai cette fois-ci, Ben ouais, parce non, que je je vais donne la essayer. consigne à Guillaume de me tutoyer avant chaque fois qu'il arrive en ondes, puis il finit par me vouvoyer. Donc, tutoyez-moi, s'il vous plaît. S'il te plaît, Monsieur je vais Rousseau. faire ça. Professeur de droit. Ouais. Professeur, directeur du département de droit et politique. Des programmes, oui. À l'Université de Sherbrooke. J'ose croire que tu es un des architectes quand même de la 3e voie. Est-ce que c'est un titre que tu acceptes? Peut-être un peu fort dans le sens où la 3e voie, elle existe depuis longtemps, depuis Daniel Johnson père. Donc, de dire que même si j'ai joué un rôle relativement important avec la coprésidence du comité pro-Rousseau, architecte, le mot est peut-être fort. Ingénieur? Disons, ingénieur ou un des bâtisseurs, disons, une petite coche en dessous d'architecte, ça m'irait. C'est sûr que la 3e voie, dont on va faire l'histoire d'ailleurs, elle te précède, mais elle était un peu écartée du paysage politique avant l'arrivée de la CAQ. Daniel Johnson, tu viens de donner ce nom-là. Est-ce que c'est lui qui est derrière cette façon de voir la politique au Québec, c'est-à-dire pas juste le fédéralisme, mais pas juste l'indépendantisme que par la suite incarné René Lévesque? Oui, je pense qu'on pourrait remonter plus loin dans l'histoire, parler d'Honoré Mercier ou quoi, mais si on parle de l'histoire moderne, donc depuis la Révolution tranquille, je pense que Daniel Johnson père, égalité aux indépendances, on se trompe pas comme 65. incarnation de la 3e voie. Là. Ouais. C'est quoi l'utilité de la 3e voie? C'est-tu de complexifier quelque chose qui est simple? Moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut pour le Québec, c'est le maximum de liberté politique possible, notamment pour avoir des politiques pour la langue française. Puis c'est à Québec, par les politiques de l'État québécois, qu'on va sauver le français. Moi, j'ai beaucoup étudié les questions là, de politique linguistique. Puis c'est pas vrai que c'est des subventions fédérales à Whitehorse puis à Moose Jaw qui vont sauver le français. Là. J'ai beaucoup de respect pour les communautés francophones des autres provinces, mais toute la littérature scientifique le dit, la façon de sauver une langue minoritaire, c'est que là où elle est majoritaire, sur un petit territoire ou grand territoire où elle est majoritaire, il faut qu'elle soit la seule langue officielle puis qu'un État en fasse la promotion. Donc, l'avenir du français en Amérique du Nord, c'est d'abord au sein de l'État québécois. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut que l'État québécois puisse faire la promotion du français, donc ait cette autonomie, cette liberté, je préfère l'expression liberté politique. Donc, ça, pour moi, c'est clair. Mais là, il faut, à mon sens, que cette liberté politique-là soit compatible avec l'appartenance du Québec à un grand marché canadien. Bon, c'est le grand marché canadien, ça peut être la Fédération 1867 renouvelée, ça peut être la Souveraineté Association, mais pour moi, c'est ça le défi québécois, c'est d'avoir le maximum de liberté politique, notamment en matière culturelle, linguistique, d'immigration et tout, et en même temps appartenir à un grand marché canadien, qui forcément suppose un minimum de politique commune ou d'harmonisation avec le reste du Canada. Une fois qu'on a dit ça, la 3e voie, c'est une des voies possibles. Je disais que la Souveraineté Association, c'en est une autre. Un fédéraliste, c'en est une autre. Mais donc, la 3e voie m'apparaît une façon d'arriver à cet objectif-là de maximum de liberté politique tout en appartenant à un grand marché canadien. Tu as déjà été indépendantiste? Oui, effectivement. J'ai été candidat pour le Parti québécois en 2018. Tu ne l'es plus? C'est-à-dire dans la mesure où indépendantiste est comme très fortement corrélé à référendum, à référendiste,
Là, j'avoue que je suis moins à l'aise avec cette étiquette-là. Mais en même temps, si vous lisez mes travaux comme constitutionnaliste, même dans mes rapports ou quoi, la souveraineté, notamment la souveraineté du Parlement québécois, je suis un de ceux qui a le plus plaidé pour ça, y compris devant la Cour d'appel et tout. Donc, le concept de souveraineté, quand je parle du maximum de liberté politique, on pourrait aussi dire ce qu'il faut pour le Québec, c'est le maximum de souveraineté compatible avec son appartenance à un grand marché canadien. Ce qui fait que je ne me reconnais pas complètement dans la CAQ, que je trouve qu'ils sont, même si j'ai fait mon rapport, puis que Jolin Barrette, le ministre Jolin Barrette est vraiment actif sur le dossier constitutionnel, à mon avis, la CAQ n'en a pas assez fait une priorité de la question constitutionnelle, elle aurait dû en faire plus, voire beaucoup plus. Mais d'un autre côté, le Parti québécois, avec sa stratégie référendaire, qui est problématique à plusieurs égards, mais notamment parce que je trouve qu'ils ne mettent pas assez de l'avant la dimension partenariale. Je ne suis pas complètement à l'aise avec ça non plus. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas assez de l'avant l'idée qu'il faudra quand même entretenir un rapport quelconque avec le Canada? Ben, pas juste un rapport quelconque, un rapport d'union, une union économique, là, un partenariat, comme c'était dans les écrits de René Lévesque dès la fin des années 60, comme c'était en 80, en 95, suite à l'intervention de Lucien Bouchard, de Mario Dumont, dont on parlait tantôt hors d'onde. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est clair que là, il y a vraiment un enjeu. Et là, la sortie récente du Parti québécois, favorable à un dollar québécois à terme, là, puis je comprends qu'il prévoit tout un processus puis que c'est bien appuyé, mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas économiste, donc pas tant sur le fond, en macroéconomie, en politique monétaire, je ne prétends pas connaître ça. Mais ce que je sais, c'est que quand on n'a pas la même monnaie entre deux partenaires commerciaux, forcément, ça ne l'aide pas. Donc, pour une PME de Gatineau qui veut exporter à Ottawa, si ce n'est pas la même monnaie, forcément, ça ne l'aide pas. Donc, pour le commerce Québec-Canada, c'est sûr qu'avoir deux devises différentes, ça n'aidera pas le commerce. Ça ne va pas dans le sens du grand marché canadien. Puis politiquement, je pense que c'est pas une bonne idée d'envoyer le message qu'on veut une indépendance pure et dure et tout. Je pense que c'est le vieux débat, l'évêque Parizeau. Hein? Même si Parizeau, en 95, était pour garder le dollar canadien, on sait qu'historiquement, à différents moments, il aurait pu être pour un dollar québécois. Semble-t-il qu'à la toute fin, il l'était, selon Jean-Martin Hossan. Mais l'évêque, qui pensait beaucoup plus en politique qu'en économiste, évidemment, a toujours voulu beaucoup plus le dollar canadien parce que, voilà, je pense que c'est ce que les électeurs veulent. Imaginez, il y a des millions d'électeurs qui ont des centaines de milliers ou des millions en REER en dollars canadiens. Puis là, on leur dit, ben, pas tout de suite après la souveraineté, mais dans 5 ou 10 ans, ça se pourrait que vos dollars canadiens deviennent des dollars québécois. Puis là, il y en a qui nous disent, ouais, mais ça ne sera pas nécessairement dévalué et tout. Puis là, il y a plein de spéculations autour de ça. Mais clairement, ça crée une incertitude dont on n'a pas besoin. Puis en 95, le dollar canadien, ce n'était pas un détail. Il y avait une des pancartes du oui, c'était le UR au lieu du O de oui. C'était au cœur de la campagne. Là. Puis, précisons quand même que le PQ a été clair sur cette question-là. Ceux qui auront de l'argent en dollars canadiens vont pouvoir le conserver en dollars canadiens. Mais je comprends que ça fasse peur, par contre, aux gens. Ça. Là-dessus, moi c'est là que je fais d'ailleurs un lien entre tes deux appartenances qui ont ça en commun, c'est-à-dire souveraineté association et troisième voie, partagent en commun l'idée peut-être de comprendre l'âme profonde du Québécois qui veut plus de liberté politique, mais peut-être pas l'indépendance, une rupture totale. C'est ça la troisième voie aussi. C'est ça aussi. Puis, dans une moindre mesure, parfois, parce que quand je dis le maximum de liberté politique possible pour l'État-nation, notre patrie, le Québec, et accessoirement un marché canadien, mais il y a chez certains tenants de la troisième voie, il peut y avoir une appartenance au Canada, qui va être souvent beaucoup moins forte que l'appartenance au Québec. Mais donc, il peut avoir un rapport strictement utilitariste avec le Canada. C'est juste des partenaires commerciaux. On est pogné avec parce qu'on est avec depuis 150 ans, puis pour des raisons purement pragmatiques, on veut maintenir le marché. C'est plutôt ça mon sentiment. Mais pour d'autres personnes, il peut y avoir un certain sentiment d'attachement. Il ne s'agit pas d'idéaliser les Rocheuses ou quoi. C'est plus, c'est moins cucu que ça. C'est des gens qui ont voyagé au Canada, dans l'Ouest canadien, qui peuvent avoir des sentiments. Moi-même, je suis assez proche de l'école de Calgary. Donc, des gars comme Ted Martin et tout, des Jeffrey Segalet. Donc, toute une nouvelle génération de constitutionnalistes, de politologues et des plus vieux comme Ted dans l'Ouest canadien. Je veux dire, on peut avoir des liens avec ces gens-là. On a une histoire commune, même si le Québec est très, très distinct, puis Dieu sait que je me bats pour ça. Donc, voilà. Donc, ça aussi, on peut en tenir compte. Puis des fois, dans le discours, le projet souverainiste, sans dimension partenariale, on oublie ça. Puis Christian Dufour, notamment, insiste un petit peu là-dessus, dire il y a peut-être quelque chose chez certains Québécois, pas tous, mais assurément les anglophones, mais même chez une part des Québécois francophones, il peut y avoir une certaine appartenance au Canada qu'on aurait tort, comme promoteur d'un projet de souveraineté, de mettre complètement de côté, à mon avis. C'est une appartenance, puisqu'on n'est jamais capable de l'expliquer. Hein. Tu viens de dire les Rocheuses, c'est cucu, mais
je ne sais pas, à part peut-être les liens que tu entretiens avec des Canadiens dans ton domaine, c'est l'histoire, c'est 150 ans, 160 ans de voilà ce que j'allais confédération. dire, Guillaume, c'est qu'il y a quelque chose comme une appartenance d'usage. C'est-à-dire Ouais. qu'avec l'usure, il y a eu une appartenance, mais ça repose sur rien d'autre que le simple fait que les choses ont été celles qu'elles ont été, puis ben, tu t'habitues à quelque chose, mais sans vraiment t'asseoir sur quoi que ce soit de concret. Tu sais, il n'y a pas de grand chanteur canadien envers lequel on ressent quelque chose de particulier. Il n'y a pas de grand personnage politique canadien qui est en nous. Tu sais, honnêtement, j'attends toujours les exemples Ouais. après toutes ces années. Pourtant, je suis très patient. Je veux que... Mais il y a deux choses là-dessus, si tu me permets. Ah, tu peux t'aller faire l'erreur. Un des fondateurs de la doctrine en droit constitutionnel québécois et canadien, mais vraiment un Québécois, Jean-Charles Bonenfant, disait une fédération, puis forcément, il pensait au Canada. Il disait une fédération, c'est pas deux peuples amoureux un de l'autre qui veulent vivre ensemble. C'est juste deux peuples qui sont pas capables, pour des raisons historiques, géographiques et autres, de vivre séparément. Puis là, ils trouvent un arrangement plutôt imparfait, mais peut-être mieux que d'autres, qui s'appelle la fédération. Donc, je pense qu'il y a du vrai. Donc, il ne faut pas nécessairement chercher un côté lyrique au Canada. Je pense qu'on va le chercher longtemps et on ne le trouvera pas. Par contre, le côté appartenance, le côté plus peut-être émotif qu'il ne faut pas oublier, c'est les communautés francophones des autres provinces. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, je pouvais peut-être imaginer un Québec souverain où on avait une loi du retour, puis voilà, ça me semblait simple comme ça. J'ai voyagé un peu plus, j'ai travaillé au Nouveau-Brunswick. Là, je réalise que non, les Acadiens, ça ne les intéresse pas de devenir des Québécois. Certains, oui, là, mais je veux dire, ils vont rester en Acadie, ils sont attachés pas juste à la langue, mais aussi à leur coin de pays et tout. Puis ils sont là pour rester. Donc là, une fois qu'on a dit ça, autrement dit, tantôt, je disais, ce qu'on veut, c'est le maximum de liberté politique possible, avec une appartenance au grand marché canadien. Puis je pourrais ajouter, avec une structure politique qui nous permet de garder des liens avec les communautés francophones des autres provinces, avec qui on a tellement d'intérêts en commun, mais dont la Constitution canadienne, elle, a fait qu'on s'oppose. Je pourrais tomber dans les technicalités de l'article 23 et tout, là, mais bref, la façon qu'est montée la politique des langues officielles par Trudeau, ça oppose le Québec et les Canadiens francophones des autres provinces. C'est-à-dire, à chaque fois que les Canadiens francophones des autres provinces font un gain en matière constitutionnelle, c'est un gain pour les Anglo-Québécois et donc un recul pour la protection du français au Québec. C'est complètement fou et je me bats contre ça. Puis j'ai peut-être une petite anecdote là-dessus, si ça tente, là, qui nous en apprend sur la question de la souveraineté. Fait que, bref, il ne faut pas oublier ça. Mon anecdote, c'est la suivante. C'est qu'avec d'autres, notamment Éric Poirier, qui est devenu commissaire adjoint à la langue depuis, puis qui a fait une thèse de doctorat sous ma direction, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'approche asymétrique. C'est-à-dire de dire que quand on a des droits constitutionnels dans la Constitution canadienne, il faut justement arrêter que chaque fois que c'est interprété largement, puis qu'on donne des droits, puis qu'on ouvre une école francophone au Canada anglais, forcément, ça veut dire que la loi 101 doit reculer parce qu'on va donner la même chose aux Anglo-Québécois. C'est complètement fou. Le français dans les autres provinces, puis l'anglais au Québec, ça n'a rien à voir. Des mots linguistiquement parlant, ça n'a rien à voir. Mais constitutionnellement, juridiquement, il y en a qui veulent nous dire que c'est la même chose. Donc là, avec d'autres, on a beaucoup parlé de tout ça. Puis, moi et Éric Poirier, je nous nomme parce qu'on a travaillé là-dessus, mais beaucoup d'autres, des constitutionnalistes, des linguistes, plein de gens ont travaillé là-dessus. Puis vers 2021, début des années 2020, il y a un livre blanc du gouvernement fédéral. Mélanie Joly, à ce moment-là, de mémoire, qui est ministre des langues officielles, puis qui, pour la première fois, reconnaît que le français est en déclin et fragile partout au Canada, y compris au Québec. Il faudrait peut-être que le fédéral aide le français au Québec. C'est une révolution. Là. Dans la mentalité trudeauiste, le fédéral aide le français dans les autres provinces et aide l'anglais au Québec. Donc, on avait fait ça. C'était potentiellement un gain majeur, évidemment, un livre blanc. Ensuite est venu le projet de loi. Mélanie Joly a quitté. C'était Petit Pas Taylor, donc moins la sensibilité québécoise. Le projet de loi est une espèce de compromis. Ça va moins loin qu'on souhaitait, mais c'est pas grave. On pensait avoir fait un certain nombre de gains. Puis là, une année survient le plan d'action fédéral en matière de langue officielle. Et moi, je vois ça sur mon téléphone le matin sans voir les détails. Là, je vois juste l'annonce. Puis là, pendant un instant, je me prends à rêver. Je dis, imaginons un instant que le fédéral mette des centaines de millions, mais des milliards à terme, là, sur plusieurs années, pour les langues officielles, puis qu'il décide qu'au Québec, il met ces centaines de millions-là, voire ces milliards pour le français. Ce qui ne signifie pas négliger les anglophones. Les anglophones ont besoin de cours d'anglais. J'en rencontre beaucoup par chez nous en Estrie. La première chose dont les anglophones au Québec ont besoin, c'est des cours de français. Ils parlent français dans la vie de tous les jours, de temps en temps, mais vraiment pour un niveau, là, d'avoir des emplois de haut niveau, là, souvent, il leur manque une petite coche. Fait que pendant à peu près une demi-heure, je pense que le fédéral va promettre des centaines de millions, voire des milliards pour le français au Québec pendant une demi-heure. Et là, je finis de déjeuner ou je fais ce que j'ai à faire. Et là, j'ouvre le journal ou j'ouvre ma tablette de nos jours. Et là, je réalise que non. Finalement, le fédéral, il va mettre des centaines de millions pour l'anglais au Québec. Et là, je suis en tas, comme on dit. Puis là, pendant
plusieurs heures, mon sentiment souverainiste a été extrêmement fort. Alors qu'il était un peu en dormance depuis quelques mois à ce moment-là. Donc, vraiment très, très fort. Et pourquoi je te raconte ça? C'est que je pense que chez les indépendantistes qui n'ont jamais cru au Canada, n'ont jamais essayé de l'améliorer de quelconque manière, ils ont oublié cette dimension-là. Ils ont oublié le fait que lorsqu'un Québécois croit un petit peu au fédéral ou essaie de l'influencer, puis un tout petit peu d'espoir, et que cet espoir-là est déçu, la puissance du ressentiment souverainiste, là, elle est incroyable. Un indépendantiste qui n'a jamais cru une seule seconde au fédéral ne peut même pas avoir une idée à quel point c'est fort. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je pense que la meilleure façon, si on veut faire la souveraineté, si on veut plus de liberté pour le Québec, c'est essayer de réformer le fédéralisme canadien. Puis ça se peut que ça marche. C'est pour ça que René Lévesque appelait ça un beau risque, parce que c'est un beau risque pour les souverainistes. Hein. C'est eux qui risquaient de voir leur rêve s'éteindre parce que s'il y a une réforme du fédéralisme qui donne beaucoup de liberté au Québec, la souveraineté devient moins pertinente. Donc, beau risque pour les souverainistes. Mais si ça échoue, c'est là qu'il y a un 60 puis un 70 pour le oui, comme au début des années 90. Fait que moi, je trouve ça fou de voir les souverainistes nous garrocher vers un référendum à 30 d'appui qui va manifestement être perdant. T'sais, après ça, tout peut changer en politique, puis je ne veux pas être un prophète de malheur, mais très probablement, là, si n'importe quel sondeur que vous invitez ici va vous dire, selon les chiffres des sondages sur la souveraineté des 20 dernières années, pas mal sûr que le oui va le perdre au prochain référendum. Okay? N'importe quel sondeur sérieux va vous dire ça. Donc, on peut-tu... Alors qu'on sait comment ça peut marcher. T'sais, on regarde l'histoire, on le sait comment ça peut marcher. Là, oui, il faut faire une tentative de réforme du fédéralisme. Puis là, il y a un nouveau contexte. Je parlais de mes collègues constitutionnalistes dans l'Ouest, Daniel Smith et tout. Là, il y a un contexte. Là. Il ne s'agit pas de recréer un Meach de manière artificielle alors que personne ne va en entendre parler au Canada. Non, non, non. Ils veulent en entendre parler plus que jamais depuis Meach. Donc là, si on peut relancer des pourparlers constitutionnels, tenter une réforme du fédéralisme, là, ben, soit que ça fonctionne, ça a plus de chances de fonctionner que jamais, soit que ça échoue, puis là, vous allez avoir une souveraineté à 60 ou 70 puis rendu là, vous n'aurez même pas besoin de référendum. Parce qu'on sait tous les pièges liés au référendum, la citoyenneté et tout. On n'aurait même plus besoin. Le jour où il y aura 4 partis sur 5 là, au Québec qui sont souverainistes, là, toutes les partis sauf le PLQ, là, puis qu'il va y avoir une élection, puis que 70 du monde vont voter pour des partis souverainistes, là, on n'aura pas besoin de référendum. Ou on en aura un qui viendra ratifier le tout. Donc, tu dis il faut essayer. Oui, tout à fait. Donc, tu dis il faut essayer. Puis, l'échec permet de mobiliser les gens derrière. En fait, tu dis ce que tu as ressenti après tes toasts. Après ça, le peuple ressentirait ça. C'est l'anecdote, mais c'est fondé aussi sur l'histoire, sur les débuts des années 90, que je suis assez vieux pour avoir connu l'échec de Meach. Puis c'est difficile à imaginer pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ça, à quel point, là, à ce moment-là, c'était la souveraineté, c'était pas un truc dans des cercles, au PQ et tout. C'était comme, tout le monde était là. Fait que si on veut recréer ça... On va y revenir à ça. On va y revenir tantôt à ça parce que c'est une opinion que j'entends souvent, je la respecte, puis je te suis sur toute la ligne. La seule affaire, c'est que les souverainistes pourraient te répliquer quelque chose. On y revient tantôt. Je veux qu'on revienne d'abord à ton arrivée comme ingénieur, puisque tu refuses le titre d'architecte, à la CAQ, en fait. Tu n'as jamais été membre de la CAQ ou participant actif de la CAQ, mais on a fait appel à toi pour penser des projets qui sont salués aujourd'hui par une majorité de Québécois. Loi 96, loi 21. Constitution, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'était en bonne partie ton idée. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que tu as eu le premier appel? Donc, c'est début 2019. Donc, moi, je m'étais engagé comme candidat du Parti québécois. J'ai fait toute la campagne avec tout mon cœur. J'ai vraiment tout donné. Très bonne campagne de terrain, très mauvais résultats. Bon, c'est des choses pour le parti en général, pour moi en particulier en Sherbrooke, c'est des choses qui arrivent. Puis là, à peu près 6 mois plus tard, puis là, moi, à ce moment-là, je prends mes distances un petit peu. Tu sais, j'ai pris un engagement, j'étais 110 j'ai tout donné, mais le lendemain de l'élection, je ne me sentais pas lié à un engagement plus que ça. Ben oui. Je pense que c'était correct. Donc, 6 mois après, là, je me retrouve dans une position où je veux continuer de contribuer à l'avancement du Québec. Manifestement, le Parti québécois n'est pas un véhicule qui, à court terme, pourra le faire. Puis je respecte beaucoup les gens après ça qui ont fait la reconstruction du Bloc puis du PQ. Là. C'est vraiment pas une critique à leur égard. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration. Mais disons que moi, même si je suis intellectuel, que je publie des trucs, j'aime beaucoup l'action. Puis d'ailleurs, je me souviens une fois, j'ai vu, vous, toi et Nick Payne, vous aviez parlé de moi, d'un de mes rapports. Puis je sais pas si c'était toi ou Nick qui avait dit ça. Il dit Rousseau, c'est vraiment un homme d'action. Puis pour comprendre ses mandats et tout, une fois qu'on a compris ça, qu'il préfère l'action à l'idée parfaite dont on fait c'est sûr que écoute, moi, je t'ai fréquenté dans un contexte extérieur à ce studio-là. Puis, tu sais, déjà, tu parles fort, tu parles vite, t'aimes quand les choses roulent, puis sans dire que tu n'as pas de sensibilité pour les idées et la culture et les arts.
ben voilà, t'aimes peut-être un peu mieux, t'aimes pousser la roche, là, plutôt Ouais, que de c'est dire ça. c'est une belle roche, quand Voilà, même, que exact. nous pourrions pousser. C'est ça, c'est la phrase de Bergson, je pense, être pensé en homme d'action, agir en homme de Ouais, pensée. ouais, Bon, ouais. j'essaie de m'inspirer de ça, mais peut-être le côté action encore plus. Fait que c'est ça. Fait que je me retrouve au début 2019 dans une situation où je peux pas, voilà, où j'aurais aimé ça, évidemment, j'étais candidat pour le Parti québécois, donc j'aurais aimé ça que le Parti québécois, à ce moment-là, l'emporte puis que je puisse faire avancer les intérêts du Québec plus. Bon, je me retrouve que je suis pas élu, le Parti québécois non plus, donc, et là, j'ai reçu un appel là, de Marc-André Gosselin, donc que j'avais connu du temps du cabinet de Mme Marois, parce que j'ai été conseiller pour Mme Marois au début des années 2010. Donc, M. Gosselin, qui avait été conseiller au cabinet Marois en même temps que moi, à ce moment-là, est avec M. Jolin Barrette. Et là, m'appelle au début comme expert, puis consultait des experts. Puis ensuite, me dit, bon, ben, vraiment, on a de la misère à trouver quelqu'un qui connaît le dossier de la laïcité et qui a une expérience politique. Parce que là, on s'enlignait pour déposer un projet de loi, aller en commission parlementaire, se faire attaquer de partout. Puis c'est un dossier sur lequel j'avais travaillé la laïcité et tout. Donc, j'avais l'expertise, j'avais l'expérience de conseiller politique. Fait que j'avais comme l'impression à ce moment-là que peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu faire le travail. La personne était irremplaçable, il aurait pu avoir un autre conseiller politique, peut-être qui aurait fait le travail aussi bien que moi, mais c'était pas évident de trouver ce profil-là, que je pense effectivement un profil dont tu avais besoin de ministre. Quelqu'un qui, sur le fond, connaît la laïcité, connaît le droit, parce que c'était beaucoup une bataille d'avocats et tout, avec la commission des droits et tout. Donc, connaît la laïcité, notamment les enjeux juridiques, et a de l'expérience de conseiller politique. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a des grandes idées, mais qui ne connaît pas comment ça marche au Parlement. Donc, moi, j'avais ces deux choses-là. Puis, je ne voyais pas personne autour. Puis, le cabinet Jolin Barrette ne voyait pas personne autour qui avait ce profil-là. Donc, j'avais une opportunité de servir le Québec. L'autre chose que j'aurais pu faire, c'était participer à la reconstruction du Parti québécois, le Bloc aussi à ce moment-là. Mais ça, j'avais l'impression qu'il y avait des centaines, voire des milliers de militants. Bon, peut-être pas constitutionnalistes comme moi, mais bref, j'avais l'impression que voilà, que j'étais pas indispensable à la cause de la reconstruction du PQ du Bloc, puis que j'étais peut-être pas indispensable, mais extrêmement utile pour la loi 21. Puis c'était très concret à court terme, donc j'ai décidé d'y aller. Puis là, ben, ça s'est avéré positif. Là. J'ai aimé ça, l'équipe. Monsieur ministre Jolin Barrette, j'ai vu que c'est un gars qui a du potentiel, qui est un peu comme moi, il aime ça, livrer, Ouais. puis avoir des résultats. Donc, je me suis reconnu là-dedans, je me suis reconnu dans l'équipe avec Marc-André Gosselin. Puis au départ, puisqu'on peut entrer donc en coulisses un peu de la loi 21 avec toi, est-ce que c'était l'idée au départ, là, la première fois que tu en as entendu parler puis qu'ils t'ont approché, est-ce que ça ressemblait à ce que c'est devenu? Oui, parce que dans la campagne électorale, la CAQ avait fait des promesses très précises, une loi sur la laïcité, interdiction du port de signes religieux. On voulait pas aller plus loin dans ta J'ai mémoire? pas souvenir qu'on voulait aller plus loin. La question qui se posait, c'était la disposition de souveraineté parlementaire ou pas. Moi, mes travaux allaient dans le sens de dire, quand on défend l'identité du Québec, on peut très bien utiliser la disposition de souveraineté parlementaire, là. Je peux expliquer c'est quoi, si tu veux, pour les Vas-y donc. auditeurs. Donc, en gros, c'est que dans la Charte canadienne des droits, dans la Charte québécoise des droits, ce qu'on prévoit, c'est que il est possible de contester une loi. Donc, lorsque le Québec adopte une loi, comme la loi 101, la loi sur la laïcité, quelqu'un peut la contester en disant « ça porte atteinte à ma liberté d'expression, ma liberté de religion ». Mais dans les deux chartes, il y a une disposition que j'appelle disposition de souveraineté parlementaire, que d'autres appellent clause dérogatoire, peu importe, qui permet de dire, OK, pour cette loi-là, il n'y aura pas de contestation constitutionnelle fondée sur tel droits et libertés. Donc, on protège la loi contre la Commission English Montreal, contre toutes sortes de groupes qui contestent les lois québécoises, ces deux-là en particulier. Donc, moi, j'avais publié des travaux assez marquants de droit constitutionnel où j'expliquais que le Québec l'avait utilisé souvent, contrairement à ce que disaient les autres publications avant moi. Et j'expliquais qu'il y avait des grands constitutionnalistes qui avaient expliqué que c'était correct de l'utiliser, que parfois, pour protéger l'identité québécoise ou des progrès sociaux pour les femmes ou quoi, de mettre de côté certaines interprétations de certaines libertés individuelles, c'était correct. Donc, cette question-là se posait au début du projet de loi 21, mais quand j'arrivais avec ce passé récent-là d'auteurs de doctrine qui avaient pris une position forte, qui avaient fait une démonstration forte par rapport à ça, ben, ça voulait dire qu'on y allait avec la disposition de souveraineté parlementaire. Donc ça, je pense que c'était pas acquis au début, mais quand je suis arrivé, ça a confirmé ça. Là. Puis là, ça a vraiment marché, la loi 21, ça a pogné au bout. Là. Je pense que à un moment donné, il y avait quasiment 80 des gens qui étaient derrière. Là, ça a descendu à 70. Je pense que dans les derniers sondages, on est rendu à 60. Mais c'était pas si évident que ça au début. Bon, évidemment, c'était lune de miel, c'était une espèce de compromis. Ça allait moins loin que la Charte des valeurs, mais plus loin que la loi 62 des libéraux. Donc, à la base, il y avait un certain nombre d'ingrédients qui faisaient en sorte que ça pouvait être un succès, mais c'était quand même pas si évident parce qu'on avait tous les groupes opposés.
évidemment, donc qui était mobilisé puis qui se faisait entendre. Puis le Parti libéral, puis Québec solidaire aussi. N'oubliez pas que la première chose qui se passe au lendemain de l'élection 2018, c'est que Québec solidaire vire capot. Pendant l'élection de 2018, ils sont pour l'interdiction du port de signes religieux, comme dans Bouchard-Taylor. Peut-être pas pour les enseignants de mémoire, mais vraiment Bouchard-Taylor. Donc, à un détail près, ils ont la même position de la CAQ. Et là, dès que la CAQ est élue, arrive avec son projet de loi, QS non seulement change d'idée, bon, ce qui peut arriver en politique, mais la position qu'il défendait l'avant-veille, ça devient une position raciste et islamophobe, à toute fin pratique. Je caricature à peine. Donc, vous imaginez, on pensait avoir deux partis d'opposition avec nous, le Parti québécois, et encore, le Parti québécois voulait aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui était vraiment avec le gouvernement, c'était pas si clair. Le QS était le parti qui avait, en campagne électorale, la position la plus proche de la CAQ là-dessus, et décide finalement de venir non seulement opposé, mais opposé de manière virulente, avec Sol Zanetti, qui avait été, comme philosophe, très favorable à la laïcité et à des mesures comme l'interdiction du port de signes religieux. Donc, ça commençait quand même de manière rock'n'roll. Puis là, ensuite, donc, on avait toutes ces oppositions-là qui avaient un petit peu de vent dans les voiles et tout. Et on avait tous ceux qui étaient pour la laïcité, mais qui en voulaient beaucoup, beaucoup plus. Donc là, il fallait trouver la voie mitoyenne. Fait que nous, notre défi, c'était vraiment de continuellement, être à l'écoute des groupes qui sont opposés, mais on ne les sentait pas en volonté de trouver un compromis, là. Bon, le Parti libéral, on n'a pas senti ça. Non, pour vrai? Non. Quelques années après, quelqu'un m'a dit oui, il y aurait peut-être eu moyen, mais bon, je pense qu'il y avait peut-être une minorité dans le caucus qui essayait, mais on n'en a pas eu vent, puis c'est pas ce qu'on sentait chez les porte-paroles. Mais le défi, c'était d'aller chercher ceux qui étaient pour et de s'assurer qu'ils soient pour. Donc, on maintenait les dialogues, puis on a apporté des amendements importants au projet de loi, notamment la consécration d'un droit des services publics laïques. Puis on pourra peut-être en revenir là-dessus parce que là, ils veulent l'abroger avec le projet de loi 9 et je suis très opposé à cette idée-là. Donc, à l'époque, on réussit à amener par amendement, à la demande de groupes pour la laïcité, consacrer un droit des services publics laïques. Donc, on fait un certain nombre de bonifications au projet de loi. Puis quand le projet de loi est finalement adopté sous bâillon, parce qu'il y a de l'obstruction parlementaire des libéraux, en tout cas, pratiquement, là, c'est quoi la définition exacte technique d'obstruction parlementaire? Là, on pourrait peut-être faire un débat, mais il y a une extrême lenteur des travaux. Donc, on décide d'aller pour la procédure d'exception dite bâillon. Donc, ça aussi, c'est pas l'idéal. Et malgré tout ça, à la fin, la loi est adoptée et les groupes pour la laïcité, qui demandaient beaucoup plus, en ont un petit peu plus et se rallient. Et saluent le projet de loi. Donc, ça veut dire pendant des mois, parce que des fois, les gens ne savent pas à quel point on travaille fort quand on est conseiller politique, puis on a une stratégie, puis on parle à des groupes, puis là, on a les fonctionnaires, des fois, nous disent de ne pas aller là, même si tel groupe m'en allait. C'est compliqué. C'est compliqué, y compris un projet potentiellement rassembleur et populaire. Donc, à la fin, la loi est adoptée, les groupes pour la laïcité saluent le bon travail, même si ça ne va pas assez loin. Donc, oui, ça a été un succès, mais beaucoup de travail derrière le succès. Puis, le ministre n'a pas commis d'erreur. Ça aurait été facile d'avoir une petite phrase de trop, machin, qui aurait été accusé de stigmatiser les musulmans ou je ne sais trop. Non, il a été précis. Il y a cette réputation-là qui le mérite. C'est quelqu'un de précis, c'est quelqu'un de discret aussi. Qui connaît son dossier, qui ne sort pas des lignes, mais en même temps, il comprend les lignes. C'est pas qu'il les répète, c'est qu'il les élabore avec son équipe, il les comprend. Après ça, il reste donc un excellent politicien pour. Guillaume, pour ça. Moi, une question que je me suis toujours posée, puisque tu es là, je vais te la poser. Est-ce que vous avez eu à l'interne, avant que vous annonciez vos couleurs sur cette question-là, donc dans le processus là, de réflexion de tout ça, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné, à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas, à la place de parler de laïcité, de parler d'autre chose, parce qu'on va être pogné avec les fameux arguments voulant qu'un professeur, par exemple, c'est pas l'État. C'est un employé de l'État, mais c'est pas l'État non plus. La laïcité, souvent, les gens qui sont contre disent ben c'est pas ça, la laïcité. L'État, c'est sortir le crucifix de l'Assemblée nationale, c'est pas faire de prière dans un hôtel de ville, mais c'est pas permettre, par exemple, parce que là, en ce moment, on parle des garderies. Ouais, ça. Puis je trouve que j'ai l'impression que ça a peut-être été une erreur, parce que plus on étend l'interdiction du port de signes religieux chez les gens qui sont payés par l'État, moins on a de la facilité à défendre le principe de laïcité. François Legault disait, puis il disait dans le jargon qu'on lui connaît très simple, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Puis honnêtement, je trouvais ça plus simple de dire ça. C'est-à-dire, on va faire une loi sur le vivre ensemble au Québec. On va y trouver un autre nom, mais ça ne sera pas de la laïcité. Parce qu'un jour ou l'autre, quand on va vouloir étendre l'interdiction du port de signes religieux, on va être ramassé à devoir dire merde, c'est vrai que c'est pas de la laïcité. C'est vrai que c'est putain l'État, là. L'avez-vous eu cette réflexion-là? Plusieurs choses. Donc, très concrètement, non. Dès le départ, on voulait appeler ça laïcité, puis je ne me souviens pas que ça a été débattu. Il fallait m'appeler, je pense. Faut comprendre qu'il y avait eu la Charte des valeurs avant. Il y avait aussi le mot laïcité, je pense, dans le projet de loi de M. Drainville, mais c'était surtout connu comme Charte des valeurs. Fait que ça avait comme été essayé de dire, on ne dira pas laïcité, mais on va faire,
Puis c'est un peu ça, le vivre Parce que ça ensemble ressemble à des valeurs, valeurs. ce que je te dis, C'est effectivement. ça, exactement. Ouais, Fait que ça me fait penser à ça, puis ça avait de mémoire pas été un succès, là, quoique moi, je suis pas un grand critique de la Charte des valeurs. Là. Je pense que ça a fait avancer le débat, puis que l'élection de 2014 a été perdue par le PQ sur autre chose que ça. Donc, je suis pas loin de moi de dire que ce projet de loi était nul, mais je pense que l'expression Charte des valeurs n'a pas nécessairement, particulièrement, là, été un succès. Ensuite, les libéraux, en 2017, font adopter la loi 62 sur la neutralité religieuse. Donc, clairement, ils évitent le mot laïcité. Donc, c'est comme si tout le monde avant avait évité ce mot-là pour différentes raisons, mais notamment, on disait, c'est un truc français qu'on importe au Québec, ce qui est évidemment ridicule parce que c'est universel. Donc, ça avait été essayé d'éviter le mot. Puis la CAQ avait ce positionnement-là. J'avais ce positionnement-là de dire, non, c'est un mot qu'on peut très bien utiliser au Québec. Après ça, on fait une laïcité québécoise. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'avait qualifié. Quand on nous disait, est-elle française, républicaine, libérale, ouverte, fermée, on disait, non, elle est québécoise. C'est habile parce que tu permets à ce moment-là d'instaurer des nouvelles façons de la penser, la laïcité. Mais tu sais, en ce moment, on parle, par exemple, du port de signes religieux chez les élèves. Ouais, ben ça, c'est autre chose. Puis là, on dit c'est de la laïcité. Mais je dis, ben non, c'est pas de la laïcité. Là, oui, parce que ça se passe dans une école, puis l'école, c'est l'État. Je dis, hey, les caquistes se sont peinturés dans le coin. Parce qu'à un moment donné, ils vont être rendus à défendre ce principe-là. Absolument. Avec le nom de la laïcité, puis ils vont manquer d'arguments. Donc, premier élément de ma réponse. Deuxième élément de réponse, puis ça va être en lien avec ça, c'est qu'effectivement, donc, ce qu'on a eu entre-temps, 2015, jugement de la Cour suprême dans l'affaire Mouvement laïque québécois contre Ville-le-Saguenay, qui dit un représentant de l'État, donc dans ce cas-là, c'est le maire de Saguenay, ne peut pas pratiquer sa religion au travail. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'il faisait une prière au début du conseil de ville. On dit non, au nom de la liberté de religion, qui inclut la neutralité religieuse. Donc, c'est pas contre la liberté de religion. C'est ce que disait le maire de Saguenay. Il disait, vous m'empêchez de prier, vous brimez ma liberté de religion. Et là, on lui explique, non, la liberté de religion, c'est deux choses. Oui, votre libre exercice religieux, mais aussi la neutralité religieuse de l'État. Et quand vous êtes un représentant de l'État, dans l'exercice de vos fonctions, le devoir de neutralité l'emporte sur votre libre exercice. Donc, vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion au travail quand vous êtes un représentant de l'État. Et ça inclut la prière. Et représentant de l'État, c'est y compris un maire, alors qu'une définition très, très stricte de l'État, on pourrait exclure les municipalités à la limite. Mais donc, ça inclut un maire. Et en droit, dans la jurisprudence, ça inclut un professeur d'une école publique. Ça a été reconnu même dans le jugement ACT, donc le jugement de la Cour supérieure sur la loi 21, qui était très critique, avec un juge très critique de la loi 21, même s'il n'a pas pu l'invalider parce que c'était juridiquement très solide, ou il n'a pas pu beaucoup l'invalider. Mais bref, même dans ce jugement-là, on reconnaît. Donc ça, en droit, je pense que ce n'est même pas un débat. L'enseignant est représentant de l'État. Donc, représentant de l'État, c'est quand même une notion assez large. Maintenant, pour les CPE, là, on pourrait débattre un peu. C'est techniquement privé, mais bon, pas moins que... Parce que je t'arrête 2 secondes. C'est parce que même si le droit dit il n'y a pas de débat, un professeur, c'est un représentant de l'État, il n'y a pas juste le droit dans la vie. Ouais. Hein. Non, mais c'est vrai, le mot laïcité, tout le monde a une opinion là-dessus, puis il faut en tenir compte. Tantôt, tu me disais la raison pour laquelle j'estime que la troisième voie, c'est pas si fou que ça, c'est que je le connais, le Québécois, puis le Québécois, tu sais, fait que tu accordes une importance à la psychologie puis à la sociologie du Québec, tu sais, puis j'ai de la difficulté à convaincre des gens, puis je suis sûr que tu en as toi aussi, de convaincre monsieur, madame, tout le monde qu'un professeur, c'est forcément un employé de l'État, un représentant de l'État. Tu sais, on a été dans les écoles, puis le professeur, il arrive avec la chemise détachée, il y a une paire de souliers qui est distinguée de l'autre paire de... Tu sais, c'est pas un employé de l'État derrière une vitre comme à la SAQ. Tu sais. Un fonctionnaire au sens le c'est plus pas évident. strict. Mais en même temps, historiquement, l'endroit où la laïcité la plus importante, c'est à l'école. On regarde en France, mais pas seulement. Donc... De toute façon, tu allais me parler des garderies, puis tu vas voir que ça devient compliqué. Oui, exactement. Là j'en conviens. Mais en même temps, garderie, ça reste le système d'éducation au sens large. C'est pour ça que le rapport que j'ai coprésidé, le comité que j'ai coprésidé avec Maître Christiane Pelchat, on avait le mandat de regarder tout, moins les écoles primaires secondaires, parce qu'il y avait déjà un projet de loi, il y avait déjà eu des rapports. Puis rapidement, là où on a vu qu'il y avait des enjeux, c'était CPE, cégep. Puis c'est logique, c'est là où la laïcité nous mène, à partir du moment où on avait déjà des mesures primaires, secondaires. Donc pour moi, c'est la première fois que j'entends ça honnêtement, puis je suis dans le débat depuis longtemps, de questionner le fait qu'un enseignant, c'est peut-être pas laïcité au sens je l'ai entendu strict, beaucoup, moi. Parmi les gens qui s'opposent à la loi 21, j'ai entendu beaucoup de gens dire voyons, c'est un prof, il peut bien porter un voile, puis on dit non, mais c'est un employé de l'État. Puis tu dis un employé de l'État. C'est la laïcité, c'est dans l'Assemblée nationale, c'est dans la Chambre des communes. Tu l'as pas entendu, ça, cet argument? Ben, honnêtement, c'est rare de nos jours quelqu'un qui serait... traîne avec trop de constitutionnalistes, d'après moi. Là. Ben, moi, c'est très rare. Moi, quelqu'un dans l'espace public qui est pour l'interdiction du port de signes religieux chez un certain nombre de fonctionnaires en position d'autorité, procureur de la couronne, gardien de prison, mais pas pour les enseignants. Je l'ai entendu. À part Gérard Bouchard, là, suite à son rapport, puis là, on ne sait pas s'il a changé d'idée. Charles Taylor qui a changé d'idée.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la question de... Il n'était pas vraiment possible de reparler de vivre ensemble et de valeurs, puis de les principes du Québec, parce qu'il y avait eu l'épisode houleux de la Charte des valeurs. Fait que c'était comme se lancer Moi, j'ai l'impression avec que les mêmes règles ça du a jeu, joué. puis en se disant, ben, on va forcément Puis arriver dans au la même sphère résultat. intellectuelle, il y avait eu le manifeste. Il y avait eu le manifeste pour un Québec, je me souviens plus le terme, là, mais pluraliste. Puis là, il y avait eu la réponse, le manifeste pour un Québec laïque et pluraliste. Mhm. Et là, donc, le terme laïque avait été au niveau de la sphère intellectuelle, puis je comprends que la sphère intellectuelle des universitaires, ça a une importance limitée. Quoi, je crois un peu quand même. Non, mais Je crois à Gramsci, puis les intellectuels organiques et tout. Donc, je pense que dans la sphère intellectuelle, là, depuis à peu près début des années 2010, au milieu des années 2010, c'était évident que le terme laïcité s'est imposé. Là. Donc là, après ça, que des politiques en prennent acte, pour moi, ça allait de soi. Là. La preuve béton, mettons, que je pourrais te présenter pour démontrer ce que je te dis, c'est il y a des gens qui sont pour la laïcité puis qui sont contre la loi 21. Il y a des gens là, puis parce qu'ils ont une définition de la laïcité qui n'est pas, selon eux, remplie dans la loi 21, tout simplement. Loi 96, ça, c'est un autre gros accomplissement dont peut-être une petite responsabilité. Moi, directement, je n'ai pas été conseiller politique, mais quoi que c'était un de mes anciens étudiants au doctorat, il a soutenu à ce moment-là, donc. Au début, étudiant de doctorat, ensuite ancien étudiant de doctorat, parce qu'il a soutenu, je pense, pendant l'adoption du 96, donc Éric Poirier. Fait que j'ai présenté un mémoire en commission parlementaire, puis j'avais rédigé un gros bouquin, Le droit linguistique au Québec, où on faisait toute l'historique de la loi 101, puis même du droit linguistique avant, toute la jurisprudence entre 77 puis 2017, donc un gros bouquin de profs de droit. Et on l'avait fait, moi et Éric Poirier. Fait que là-dedans, il y avait tout. Tous les vis pas assez vissés, tous les morceaux, les trous dans le fromage, trouvez l'image que vous voulez, mais bref, tous les problèmes en droit linguistique, toutes les faiblesses de la loi 101 avaient été répertoriés dans notre gros bouquin. Puis là, le ministre Jean Barrette embauche, suite à ma suggestion, je pense que c'est un secret pour personne, embauche Éric Poirier pour devenir son conseiller. Et là, je pense que le projet de loi 96, qui sans nous aurait été sans doute un bon projet, a été à un autre niveau parce que Éric Poirier, c'est le spécialiste de la loi 101. Alors, quand il est arrivé là, avec notre gros bouquin, disons qu'on savait quoi faire pour améliorer la loi 101. Là. Tu voudras évidemment pas écorcher Éric Poirier, mais est-ce que tu n'as quand même pas l'impression que c'est une loi un peu moins réussie que la loi 21? Dans la mesure où le défunt, désormais on peut dire ça, chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, qui a démissionné aujourd'hui, pendant qu'on enregistre, a dit, là, il y a quelques semaines, moi, si je devenais premier ministre du Québec, je ne toucherais pas à la loi 21. Il y a un consensus. Il a même dit que ça contribue à la paix sociale. Donc, exactement, c'est sa formule exacte. C'est sa formule exacte. Dans le fond, la loi 21, c'est un peu comme la loi 101. C'est-à-dire qu'il y a eu une opposition à l'époque, puis aujourd'hui, c'est accepté. La loi 96, elle a de la difficulté encore à ce jour, puis les années filent, à obtenir ce consensus-là. Je rappelle quand même que le PQ avait voté contre. Oui, c'est vrai, c'est une distinction. Aujourd'hui, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon ne s'en prendrait pas ouvertement à la loi 96, mais on a beaucoup de gens à QS qui ont voté pour eux. Donc, ça, c'est drôle, ça aussi. Eux, ils ont voté pour, mais ils avaient dit on va voter pour, puis après, on va s'arranger pour l'arranger. Les années filent, puis il n'y a pas de consensus autour de ça. Est-ce que c'est parce qu'elle a été, disons, moins bien réussie? Je dirais que sur le plan technique, c'était beaucoup plus complexe. Ça. Juste pour vous dire, la loi 21, là, c'est quoi? 20-30 articles. Là, c'est vraiment... puis là, avec le projet de loi 9, il va y avoir beaucoup plus. Puis là, on a une phase 2 qui va rendre ça plus... il va y avoir plus de choses dans la loi 21 bonifiées par le projet de loi 9. Mais alors que le projet de loi 96, c'est des centaines d'articles. En termes de ce qu'on appelle la légistique, là, la rédaction législative, en termes de droit, là, c'est tellement plus complexe. Il y a plein. C'est vraiment des vraies situations d'est-ce qu'un employeur peut exiger l'anglais dans tel type d'emploi, est-ce qu'il faut qu'il le dise. Sur le plan technique, là, c'était incroyablement difficile. Donc, le travail qui a été abattu par Éric Poirier, puis évidemment tous les autres, les fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus, incroyablement supérieur en termes de technicité. Maintenant, sur le plan politique, le fait qu'il n'y ait pas un consensus, évidemment, le fait de ne pas avoir l'appui du Parti québécois, mais parce qu'il veut aller plus loin. À la limite, ça, c'est pas mauvais pour la CAQ de dire les libéraux ne nous appuient pas parce qu'on va trop loin pour eux, qui vont nulle part, qui font rien pour l'identité, versus le PQ voudrait qu'on aille plus loin. C'est la preuve qu'on est qu'on est la troisième voie, cette fois en matière linguistique ou de laïcité ou d'identité. Et voilà, on a un compromis, puis là, ça va faire consensus avec le temps. Fait que ça, que le PQ soit contre, c'est pas mauvais. Puis s'il veut aller plus loin en prenant le pouvoir, pourquoi pas. Puis c'est surtout sur la question des cégeps là, que le PQ, je pense, avait vraiment un bon point. Le projet de loi 96 aurait dû aller plus loin. Qu'il ne soit pas consensuel à ce stade-ci, il faut comprendre que la déclaration de Pablo Rodriguez, je pense qu'elle date de 2025, donc 6 ans après la loi 21.
alors que la loi 96, c'est 2022. Donc, techniquement... Oui, il y a encore du temps. C'est ça. C'est pas temps. impossible que, par exemple, un Charles Milliard, mettons, qui se présenterait pour la chefferie du PLQ, bon, il a déjà pris position de manière un peu critique de la loi 96, mais il pourrait décider qu'à court terme, on n'y touche pas, ou en tout cas, j'imagine un Parti libéral du Québec qui pourrait faire comme faisait Rodriguez avec la loi 21, c'est-à-dire, on va pas y toucher, mais on va enlever la disposition de souveraineté parlementaire. Donc, on va laisser les groupes anglophones et les juges nommés par le fédéral la défaire. Comme ça, nous, on n'en paie pas le prix politique. C'est ce qu'avait fait Bourassa avec la loi 101. C'est pas qu'il l'a accepté complètement. Il a laissé les tribunaux nommés par le fédéral la charcuter. Alors, c'est ce qui risque d'arriver, que ce soit pour 96 ou pour 21. Quoique 21, à mon avis, même sans disposition de souveraineté parlementaire, là, ça tient la route. Puis même 96, juridiquement, normalement, ça tient la route, mais ensuite, ils peuvent faire évoluer la jurisprudence pour l'invalider en partie. Là. Qu'est-ce que la troisième voie, là, la CAQ, mettons, au pouvoir depuis 2018, n'a pas accompli que toi, tu aurais bien voulu voir? Alors, vraiment, le cégep français. La loi 101 au cégep, ça, c'est vraiment... C'est ce que tu appelais finalement l'opposition du PQ à la loi 96. Je pense que c'était fondé notamment là-dessus. Là. C'était peut-être plus large que ça, mais c'était un des points essentiels. Puis pour moi, c'est un des échecs. Là, tu parlais du fait que 96 était peut-être moins réussi à certains égards que 21. Je pense que... il faut comprendre que la CAQ, au départ, c'était pas nécessairement un parti nationaliste. En 2012, c'était juste, on veut plus entendre parler de la question constitutionnelle ni de la question nationale, puis on veut juste comme être pragmatique puis faire du développement économique. Ouais. Ça, c'était 2012, qui n'a pas pogné ni à l'élection de 2012, ni à l'élection de 2014. Ensuite, 2015, élection en 2014 de Jolin Barrette, virage nationaliste avec le nouveau logo et tout. Mais ça reste une coalition avec des rouges et tout. Donc là, il a prise du pouvoir en 2018, puis c'était pas un parti dont la priorité était le nationalisme. C'était vraiment le développement économique, puis comme dépasser le clivage souverainiste-fédéraliste. Là, entre-temps, on a compris qu'il fallait être nationaliste pour pogner, pour avoir une identité. Là, ils deviennent nationalistes, mais c'est pas dans l'ADN du parti ou de tout le monde. Fait que ça vient avec le temps. Puis là, quand il arrive à 85, puis il y a un côté aussi des rouges, un petit peu pour les libertés individuelles, limite peut-être un petit peu anglophile au bon sens du terme, là, donc des gens qui historiquement venaient peut-être du Parti libéral du Québec, voire du Canada. Là, de leur dire que le jeune au cégep pourra plus choisir d'aller au cégep anglais, alors que c'est plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas d'empêcher de choisir, il s'agit juste de ne pas subventionner. Là, on pourrait discuter des détails si tu le souhaites. Mais bref, l'expression que j'ai entendue, c'est « la machine n'a pas été bâtie pour ça ». C'est comme si la CAQ pouvait faire un virage nationaliste à des fins électoralistes. C'est comme si les rouges, dans le fond, sont là pour l'économie, puis les bebelles nationalistes de Jolin Barrette, ça ne les dérange pas si ça leur permet de se faire réélire. Mais il y a des limites. Et là, c'est comme si là, c'était la limite. Fait que j'ai l'impression que c'est comme ça. Ensuite, est-ce que Jolin Barrette a suffisamment été dîner avec des députés d'arrière-ban pour les convaincre? Est-ce qu'il a fait son travail? On sait qu'il y a plein de chapeaux, leaders et tout. Peut-être qu'il n'y a pas eu autant de temps qu'il aurait dû avoir pour vraiment travailler son caucus. Je pense qu'il y a ça. Mais je n'ai pas d'informations. Honnêtement, je n'étais pas conseiller au dossier. Fait que tout ce que je vous dis là, c'est un peu plus des spéculations que quelque chose de très, très concret. Mais pourtant, il y avait le porteur de ballon, il y avait l'opinion publique, il y avait des chroniqueurs, il y avait des études. Fait qu'il y avait beaucoup des conditions. Il y a eu un momentum à un moment donné. Il aurait pu le faire, à mon avis, ça aurait passé. Je l'ai senti, moi. Il y a eu un moment où, pour vrai, là, déjà, les professeurs de cégep s'exprimaient beaucoup de lettres ouvertes. Il y avait beaucoup de chroniques sur le sujet. Il y a eu un film documentaire, là, c'est arrivé un peu tard, là, sur toute l'histoire. Exactement. Donc, on aurait pu y aller. Puis là, je pense que la CAQ travaille sur autre chose. La Constitution, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Mais juste pour finir là-dessus, sur le cégep français, l'autre hypothèse aussi, c'est que la force de la CAQ, c'est à la fois d'être nationaliste, mais d'être en phase avec l'opinion publique. Puis là, on dit que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui depuis 2 ans, là, mais à l'époque, jusqu'en 2018, 2022, 2023, leur force, c'était ça. Qui avait moins, alors que le Parti québécois, des fois, on peut l'aimer encore plus parce qu'il est encore plus nationaliste, encore plus la fleur de lys tatouée sur le cœur et tout, mais des fois, il pouvait perdre contact avec l'opinion publique. Là, on l'a vu en 2018 notamment. Alors que la CAQ, c'était ça sa force. Ils font des sondages, ils font des focus group. Puis là, donc là, l'hypothèse, c'était que le cégep français, c'était juste un petit peu plus que ce que l'opinion publique était prête à faire. Et là, le risque, remonter des libéraux avant l'élection de 2022. Tu me suis? Ouais. Fait que dans la CAQ, il y a toujours ce souci-là très stratégique, tactique, qui poussé à l'excès peut être un problème, mais qui, à la base, est sain en politique. Bourassa avait ça, là, de regarder les sondages, la moindre inflexion de l'opinion publique, il en tenait compte et tout.
Bon, ce qui faisait que parfois, il était dans le compromis continuellement ou dans l'indécision, puis pousser trop loin, c'est pas bon, mais il y a quelque chose de sain là-dedans. Mais moi, personnellement, je pense que non. Je pense que d'ailleurs, la victoire de 2018 était tellement éclatante que même s'il avait perdu 2 points au profit des libéraux parce que des gens auraient été opposés à la loi 101 au cégep, peut-être qu'il en aurait perdu plus, par contre. Peut-être qu'il en aurait perdu plus, c'est ça, exactement. C'est ça l'hypothèse. Puis là, ça nous ramène à éthique des convictions, éthique de la responsabilité que parfois j'utilise pour répondre à la question CAQ-PQ, souveraineté, troisième voie. Tu sais, de dire, à un moment donné, on est pour des idées, mais si à un moment donné, on pousse trop nos idées puis on veut les rentrer dans la gorge du monde. On ne pourra pas faire les autres. Oui, puis ce qu'on peut faire, c'est que finalement, ça peut avoir l'effet inverse. Là. Donc, si on prône des idées nationalistes à fond, on perd l'élection, les libéraux rentrent au pouvoir. C'est ce que je dis, c'est ça. Exactement. Oui, mais non, mais ça, c'est plus on vieillit, plus honnêtement, on réalise ça. Quand on est très, très jeune, puis la jeunesse, c'est pas juste l'âge, on peut rester jeune d'esprit toute sa vie. Là. On n'accepte pas l'importance de certains compromis. Donc, si la CAQ a réfléchi à la chose de cette façon-là, on peut être de mauvaise foi puis dire bon, voici du monde qui gouverne par sondage. Ben, non, peut-être aussi qu'ils se sont dit ça va nous faire perdre le pouvoir et tous les beaux projets qu'on a sur le plan identitaire, on ne pourra pas les réaliser. Donc, on ne fera pas celui-là pour mieux réaliser les autres. C'est peut-être ce qui a été derrière la tête des gens à la CAQ. Constitution. Ouais. Ça, c'était une idée dont je t'ai entendu parler bien avant qu'on se mette à en parler à l'Assemblée nationale. Ça a-tu été fait, ça a-tu été botché, ça? Non, au contraire, je pense que c'est travaillé depuis longtemps. Je pense que les premiers articles, je pense, ça date de 2022, si je ne me trompe pas. Denis Lessard, donc ça nous mène déjà de quelques années en arrière, avait sorti ça, que Jolin Barrette travaillait là-dessus et tout. Donc, je pense que ça fait plusieurs années qu'il travaille là-dessus avec des fonctionnaires et tout. Je précise que le terme botché, il ne vient même pas de moi. J'entends beaucoup de gens dire c'est arrivé très vite, pas beaucoup de consultations, très opportuniste. Moi, je pense que déjà, il travaillait là-dessus depuis longtemps. Il y avait un article, mais peut-être pas intensément, mais ça avait sorti qu'il y pensait. Puis là, je pense que j'ai fait un travail sérieux avec Sébastien Proulx, les autres membres du comité Proulx-Rousseau. On l'a recommandé. On n'est pas allé très dans les détails, c'est vrai. Là, on en a fait. Puis je pense qu'à partir du moment où on a déposé le projet, donc novembre 2024, là, je pense que vraiment, au gouvernement, autour de Jolin Barrette, ils ont commencé à travailler là-dessus très, très sérieusement. Donc, tout près d'un an, un peu moins qu'un an. Puis c'est plutôt bien fait comme projet de loi. Après ça, c'est perfectible. La question de l'avortement est critiquée. Puis après ça, on peut regarder plein de choses. Il faut savoir aussi qu'il y a comme 3 gros morceaux. Là. Il y a la Constitution, la loi sur l'autonomie constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, plus les modifications à plein de lois, dont la Constitution canadienne. Comme 4 gros morceaux. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup. Je dirais pas que c'est botché. Puis, moi, j'en ai lu là, des projets de constitution. Là, Daniel Turp en a proposé à certaines époques. Un dénommé Payette avait fait un livre. Et les autres projets, puis même Jacques-Yvan Morin, puis c'est pas mieux. Là. Donc, c'est difficile de faire une constitution parce que là, on peut soit embrasser super large, essayer de tout mettre, la loi sur l'Assemblée nationale, la loi sur la laïcité, charte de la langue française. Là, ça devient extrêmement volumineux. Soit on essaie de faire quelque chose de très, très court, mais alors on donne beaucoup de pouvoir aux juges parce que c'est comme vague. C'est pas simple. Alors, moi, j'ai vu d'autres projets de constitution qui m'ont pas plus impressionné. Celui-là me semble un des meilleurs, sinon le meilleur. Est-ce qu'il est parfait? Ben non. Je demanderais aux professeurs de droit de redescendre parmi nous, nous étant ceux pour qui ça reste un jargon à peu près incomestible. Je me suis senti comme beaucoup de Québécois, moi, quand on a commencé à parler de constitution, j'avais l'impression d'être intimidé par une idée pareille, de me dire, c'est quoi, c'est une constitution? Il me semble que tout va correct, là. J'ai été capable de faire mon épicerie aujourd'hui, j'ai été capable de... c'est pas le danger, ça, des fois, de parler de ces choses-là dans une société qui ne s'est pas donné de pays, donc qui ne s'est jamais vraiment... en tout cas, qui ne s'est pas posé cette question-là depuis 25 ans non plus, là, 30 ans. C'est quoi le défi à ce moment-là? C'est ça. Donc, l'idée, c'est de dire... Pendant plusieurs années, il y avait les libéraux qui disaient on s'occupe des vraies affaires, puis c'est comme la Constitution, ça compte pas, puis ils sont vraiment dans le qu'il n'y a que l'économie et tout. Puis le Parti québécois, le grand pays, le lyrisme. Puis là, la troisième voie, c'est un peu de dire il y a peut-être moyen de prendre au sérieux la démocratie, prendre au sérieux les institutions, la liberté du Québec, son identité et tout, de manière concrète, sans négliger l'économie, puis sans en faire un projet qu'on attend le grand soir qu'un référendum et tout, mais juste comme construire le pays dans les limites constitutionnelles, puis de manière imparfaite et incomplète, mais au moins, ça avance. Fait que, je pense que ça, c'est l'esprit. Puis c'est de dire, c'est ça, la politique, c'est pas juste un peu plus d'impôts pour un petit peu plus de services publics ou un peu moins de services publics pour un peu moins d'impôts. C'est pas juste ça, la politique. Là. C'est aussi la cité, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi des grands principes. Puis ça, je pense que c'est noble de vouloir mettre ça de l'avant. Maintenant, il faut que ça connecte avec le monde. Comment on fait? Parce que je te dis, je suis entouré de gens qui m'ont dit mais c'est quoi? Pourquoi ça arrive là? À quoi ça sert? Il me semble qu'on est correct. C'est pas parfait, mais c'est un défi là, de rappeler l'importance de ça.
Ben, c'est sûr que nous, on était, le comité d'experts constitutionnalistes, quand on a proposé ça, évidemment, nous, on est constitutionnalistes, donc ça va de soi. Mais l'idée, c'était de dire, ça découlait d'une posture, parce que nous, on avait proposé une posture constitutionnelle au Québec dans notre rapport. On disait, il faut que le Québec arrête de toujours demander la permission à Ottawa, la permission aux autres provinces et tout, comme à l'époque de Mitch et tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire unilatéralement. Puis chaque fois qu'on peut agir unilatéralement, affirmer le caractère national du Québec, faire des gestes d'autonomie, de souveraineté, de défense d'identité, si on peut le faire tout seul, on le fait tout seul, unilatéralement. Dans certains cas, il peut y avoir des limites constitutionnelles où là, il faut demander au fédéral ou aux autres provinces, mais le plus possible par voie bilatérale avec le fédéral pour modifier la Constitution. Donc, c'est ça l'idée à la base. Puis là, dans les exemples de ce qu'on peut faire unilatéralement, c'est se doter d'une Constitution. De dire, on va se doter d'une Constitution, puis là, l'idée, c'est à la fois de s'affirmer, de dire le Québec est une nation. C'est ça. Donc, il y a un volet symbolique d'avoir idéalement. Théorique aussi, peut-être? Oui, puis à l'heure actuelle, ça semble pas être évident parce que c'est très controversé et tout, mais à terme, là, soit qu'elle sera révisée, soit qu'il y aura un ralliement d'un parti, ou on ne sait pas où ça va. Mais le souhait, ce serait qu'à terme, ça devienne un symbole d'identité, qu'au Québec, les nouveaux arrivants jurent fidélité à la Constitution. Donc, il ne s'agit pas de substituer à notre nationalisme culturel un nationalisme constitutionnel ou un patriotisme constitutionnel. C'est pas ça, mais c'est juste d'ajouter à la composante. Le nationalisme québécois, il y a déjà une composante culturelle et une composante politique. Là, c'est d'ajouter à sa composante politique cette Constitution-là. Donc là, on mentionne l'État-nation, on mentionne les Québécois forment une nation. Donc, on va dans ce sens-là. On mentionne les droits collectifs, qui est une façon d'équilibrer avec les droits individuels, d'arrêter de penser qu'on est juste que des individus. Non, on fait une partie d'une collectivité plus grande que nous qui s'appelle le Québec. Donc, rappelez ça, c'est pas mauvais. Puis moi, je dis toujours qu'une loi, c'est deux choses. Une loi, c'est à la fois un outil pour gérer des droits individuels. Donc, là, si j'ai trop de liberté d'expression, ça va peut-être porter atteinte à votre droit à la réputation. Mais si vous avez trop de droit à la réputation, ça va porter atteinte à ma liberté d'expression parce que je ne pourrai plus rien dire. Donc, là, dans une loi, on peut préciser les choses. Donc, ça peut être ça. Puis la conception plus britannique en common, c'est beaucoup ça, une loi. Mais la loi, c'est aussi l'expression de la volonté générale. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui se réunit puis qui dit une chose. Puis là, ça l'influence le débat public, ça l'influence les mentalités, même si ça n'affecte pas un droit puis qu'il n'y aura pas un recours puis quelqu'un en prison à suite à un procès, là. C'est juste l'Assemblée nationale, ça affirme quelque chose, puis ça percole dans la société. Donc, expression de la volonté générale. Fait qu'il y a aussi de ça. Il y a des aspects sur les droits individuels, on pourrait en parler, mais il y a des aspects aussi, vraiment, c'est beaucoup symbolique. Fait que je pense que c'est ça l'objectif. Ben, tu viens de le dire, symbolique. Moi, j'ai dit théorique, puis c'est pas un reproche que je fais à la troisième voie. Je pense qu'elle s'essaye. Les gens qui essayent... c'est bien d'essayer dans la vie. Mais tantôt, on a amorcé une discussion que je veux qu'on complète sur la question de la troisième voie versus l'indépendantisme. Les indépendantistes disent on n'a plus de temps. C'est-à-dire qu'on comprend bien le sentiment que ça peut provoquer, la frustration d'avoir tenté le coup. Ça vient envenimer le sentiment de la fierté des Québécois. On peut miser là-dessus. Mais le problème, c'est que le Canada va faire des concessions, sachant très bien, ils ne sont pas caves, hein? Quand le fédéral comprend un peu la dynamique aussi, puisqu'on en parle publiquement de toute façon. Donc, ils comprennent la dynamique, ils vont faire des concessions, Est-ce qu'on a le temps de jouer dans ce jeu-là? Est-ce que les indépendantistes, c'est ce que disent les indépendantistes, ils disent on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner du temps, on va dire victoire, on va finalement se convaincre qu'on peut rester encore dans ce pays-là un petit bout. Ensuite, il risque d'avoir un autre conflit. L'immigration, ça a été pas mal ce qui a canalisé tout ça dans les dernières années. Toi, tu penses qu'on a encore beaucoup de temps? Mais c'est quand tu parles de temps, tu parles en termes d'anglicisation, en termes de... Tu as parlé toi-même tantôt de démographie, tu as parlé de tu sais, le peuple québécois veut survivre, le peuple québécois veut continuer de parler français, veut garder une métropole qui est francophone, idéalement. Le jour où il y aura encore plus de circonscriptions rouges à Montréal, l'élection d'un gouvernement nationaliste va être de plus en plus improbable. C'est ce que disent les souverainistes. Ils disent qu'il faut profiter d'une dernière fenêtre historique qui va nous permettre d'aller chercher le fameux pays que la troisième voie prévoit construire à coup de grignotage. Donc, on grignote, puis à un moment donné, on a mangé un repas, là, on n'a plus faim. Ben, là-dessus, ma réponse est la suivante. C'est que si on veut des politiques pour le français, pour l'identité du Québec, des politiques défense du français, politiques pour favoriser la natalité, etc. On pourrait en aligner une coupe. Je veux dire, le trois quarts de ces politiques-là, là, le fédéral ne nous empêche pas de les faire. Il n'aide pas parce qu'il y a le déséquilibre fiscal, des fois, il y a les chartes des droits, mais globalement, là, il y a un gros bout qu'on pourrait faire puis qu'on ne fait pas. Là. Le cégep français, ce n'est pas le fédéral qui nous l'empêche de le faire.
Peut-être qu'ils contesteraient. Peut-être qu'il y a des groupes financés par le fédéral. Peut-être qu'ils contesteraient. Tu peux pas balancer. Oui, mais j'ai écrit un article. Assurément. J'ai écrit un article dans une revue de droit qui démontre que c'est valide. Mais tu comprends? Tu peux pas le dire rapidement, puis ensuite. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le fédéral qui nous empêche de le faire, puis probablement que ça échouerait sa contestation, puis ça nous empêche pas de la faire, puis ça serait présumé valide. Fait, pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi depuis 50 ans après la loi 101, on l'a pas fait? C'est pas la faute du fédéral, c'est nous autres. Fait que moi, ce que je dis, c'est que mettons que la souveraineté, là, c'est 12 affaires qu'on irait chercher. Mais là-dessus, il y en a peut-être 7-8 qu'on n'a pas besoin d'un oui à un référendum, puis on n'a pas besoin du grand soir, qu'on peut les faire. Fait qu'on peut-tu commencer par faire ces 7-8 affaires-là, appliquer la loi 101 au cégep, se doter d'un hymne national, créer une citoyenneté québécoise, une nationalité québécoise. Tu peux-tu croire qu'après 60 ans de nationalisme québécois, on n'a pas encore créé une nationalité québécoise? N'importe qui peut voter là, à peu près là, avec la citoyenneté canadienne puis un court séjour au Québec. Là. Je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire puis qu'on n'a pas faites. Puis une des raisons pourquoi on ne l'a pas faite, c'est parce que quand tu as un gouvernement qui fait un référendum, forcément, ça occupe, on fait des études, puis on se prépare, puis on ne veut pas se mettre à dos tel ou tel groupe, donc on est un petit peu sur les freins. Il y a de ça là, dans la souveraineté. Il y a de ça dans le projet. Un gouvernement du Parti québécois, s'il promet un référendum, ça va occuper beaucoup de temps. Ce qui n'empêche pas qu'il peut faire des choses. En 1977, ils ont fait la loi 101, mais justement parce qu'ils avaient repoussé le référendum à la fin du mandat. Puis regardez ce que la CAQ a pu faire. La loi 101, loi 96 qui modifiait la loi 101, loi 21, remplacement du cours éthique et culture religieuse par culture citoyenneté québécoise. Il y a eu des réformes nationalistes majeures. Est-ce qu'un gouvernement qui aurait été occupé à faire un référendum et probablement à le perdre aurait pu faire autant de réformes nationalistes? Non, pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça. Tu portes un jugement quand même que je trouve juste là, et sévère, mais juste sur ce qu'ont fait les péquistes quand ils étaient au pouvoir dans les dernières années. L'enjeu de l'immigration n'est pas apparu en 2018. Ça existait avant. Les seuils ont été instaurés sous l'ère Charest. Donc, ça fait longtemps que c'est un sujet politique. Mais ça, c'est une chose de dire, regardez ce que les péquistes ont fait, ils n'ont rien fait, les caquistes, les autres sont là, puis ils font des trucs. Je dis pas qu'ils n'ont rien fait. Hein, non, je sais, puis de toute façon, tu ne parles même pas des caquistes, mais tu parles aussi de la troisième voie, bon, on comprend bien. Mais ça, c'est une chose, mais en même temps, qu'est-ce que tu réponds à l'argument, voulant que, suivant cette logique-là, oui, tu vas te faire dire oui des fois, tu vas te faire dire non souvent aussi, et le temps presse. C'est pas mieux de faire l'indépendance et de tout régler ça d'un coup? Ouais, le temps presse. Parce que c'est le même objectif. Ouais. Hein. C'est le même objectif. Ben, c'est parce que pour élire un gouvernement nationaliste, je ne te parle même pas de référendum. Là. Pour élire un gouvernement nationaliste, ça prend du monde. Ouais. Ça prend du monde. Et il y a un groupe d'âge qui est très important au Québec et c'est une forte concentration de Québécois francophones qui font moins d'enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants. La démographie, c'est l'histoire. Est-ce que le temps ne presse-t-il pas? Ben oui, mais là, j'essaie de voir la logique, c'est de dire comme, il faut faire le référendum le plus tôt possible parce qu'après ça, il faut faire l'indépendance le plus vite possible. Oui, c'est ça. Mais moi, la première réponse que j'ai à ça, là, elle est peut-être un peu strictement juridique, mais elle est aussi politique, c'est de dire ce que tu dis est particulièrement vrai parce qu'on ne contrôle pas le corps électoral. Parce qu'au Québec, on décide que c'est le fédéral qui décide qui va voter à notre référendum et à nos élections québécoises. Pratiquement. Là, autrement dit, c'est citoyenneté canadienne plus un certain nombre de mois de résidence au Québec. Mais je veux dire, rien ne nous empêche de dire désormais, ça prend la nationalité québécoise pour voter au Québec. Puis là, ça va être contesté pour les élections canadiennes et québécoises. Ça va être, surtout québécoises, ça va être contesté, mais on pourrait plaider l'article 1. Mais pour les référendums, il y a 0 prise constitutionnelle. Puis pour les élections municipales, 0. Fait qu'on peut faire ça pour un référendum. Le Québec peut créer une nationalité, conditionner l'accès au droit de vote à une connaissance du français. C'est une bonne idée, ça, Guillaume. Je comprends. Mais mon point, c'est que si tu fais ça, la question de « Ah, là, on est submergé démographiquement, puis on ne peut plus faire de référendum, il faut le faire dans 6 mois, même s'il est perdant, parce qu'on ne pourra pas le faire dans 5 ans. » Wow. Là, ça ne marche plus, là, parce que là, on peut dire « Oh là, le corps électoral, maintenant, ça devient beaucoup plus long avant d'accéder au corps électoral québécois pour un référendum. » Donc, déjà, ça répond sur le plan juridique, tactique, technique. De toute façon, tu risques d'avoir un appel en novembre ou en décembre 2026. Moi, ce que je pense... ton téléphone, tu t'assureras que tu as de la batterie dessus. Là. Moi, ce que je te dis, c'est que si le PQ fait ça, avant son référendum, en période pré-référendaire, ça va être extrêmement controversé, puis il va avoir l'air de jouer dans les règles pour modifier les règles du jeu pour gagner. Alors que ce que devrait faire le PQ, c'est de dire à la CAQ, mettez ça dans votre projet de constitution. Pas les détails, juste le principe de créer une nationalité. Après ça, le PQ prend le pouvoir et dit, ben là, on n'a pas le choix de créer une nationalité. C'est dans la constitution de la CAQ. Tu comprends? Mais là, la logique partisane au Parti québécois, puis ils ont encore le droit de changer d'avis. Au moment où je parle, on est en fin décembre. Peut-être qu'en février, ça sera changé. Mais pour l'instant, le Parti québécois semble dans une opposition partisane, à mon avis. Puis c'est correct, les partis font de la partisanerie, puis c'est bien correct, mais s'oppose, à mon avis, trop
peu constructivement au projet de constitution, alors que ce qu'il devrait faire, c'est dire on veut une nationalité québécoise. Puis si la CAQ le met dans le projet de loi 1, on va voter pour. La CAQ est désespérée, je pense, d'avoir un appui de l'opposition. Je pense qu'elle aimerait vraiment ça à la CAQ. Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais je pense qu'elle aimerait vraiment ça avoir un des partis d'opposition qui les appuie. Le PQ devrait le faire, conditionnel à la création d'une nationalité québécoise. Mais là, le PQ ne fait pas ça, à ma connaissance. Fait que, c'est pour ça que moi, j'ai de la misère à embarquer dans la vague souverainiste. Là, non, je comprends, mais tu remarqueras quand même, parce que tantôt, c'était bien habile de ta part, il a fallu quand même que je te le précise et que je le spécifie, c'est que souvent, on dit on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, puis on oublie que la loi 21 a été contestée, la loi 96 a été contestée, oui, mais elle contestée, la loi 101 a été et ça a contestée. échoué. Et je suis avocat au dossier. Ben, tu comprends? Ça a échoué. La loi 21, c'est pas fini. Là. Non, mais ça a échoué à date. Jusqu'en cours d'appel, on a gagné, on gagne, ouais, on a eu une grande victoire. Ouais, c'est pas fini. Non, je sais. C'est pas fini. Mais moi, je suis confiant. C'est pas fini tant que c'est pas plaider, fini. Je sais pas qui a dit ça. Au mois de mars, puis quand on aura le jugement l'an prochain. Et je souhaite, évidemment, je suis pas ce genre de gars-là. Je souhaite que ça marche, mais c'est compliqué. Ça l'est peut-être trop. Puis il y a des gens et je pense pas qu'ils soient lyriques, parce que c'est un mot que tu as utilisé souvent. Il y a des gens qui disent que ça pourrait être plus simple. En même temps, la réponse fédéraliste à ça, qui est à moitié vraie, c'est de dire même dans un Québec souverain, il y aura un contrôle de constitutionnalité, une charte des droits, puis on pourra contester la loi sur la laïcité. Non, oui, mais ça serait pas voyons, ça serait pas la charte canadienne. Mais la charte québécoise, c'est une courroie de transmission de la charte canadienne. C'est exactement la même chose. Dans un Québec souverain, à terme, ça pourrait évoluer. Et comment ça pourrait évoluer? En créant un conseil constitutionnel. Parce que si tu crées un Québec souverain, puis là, tu gardes tes juges qui ont été nommés par le fédéral, manifestement, on ne va pas faire sauter les juges et les remplacer au lendemain du oui. Donc, l'appareil magistrature fédérale va rester pendant les 10, 15, 20, 30 premières années de la souveraineté. Donc, on va rester avec une charte québécoise qui va être interprétée exactement comme la charte canadienne, sauf si on crée un conseil constitutionnel à part pour avoir un vrai droit constitutionnel distinct. Mais ça, on peut déjà le faire. Puis c'est dans le projet de loi 1, mais le Parti québécois ne semble pas appuyer ça, alors qu'on a besoin d'un conseil constitutionnel. Le lendemain d'une déclaration unilatérale d'indépendance, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il y a quelqu'un qui va demander à la Cour suprême « Hey, la déclaration d'indépendance de l'Assemblée nationale, là, suite à un oui serré, est-ce que c'est légal? » La Cour suprême va peut-être dire non. Puis là, on va perdre 5 % d'appui parce que les Québécois sont légalistes, à mon avis. Mais c'est un conseil constitutionnel à Québec hyper non partisan, hyper expert qui dit non, nous, on rend notre décision en vertu du droit constitutionnel québécois, puis la déclaration d'indépendance, elle est légale. Bang, tu réponds à la Cour suprême. Mais j'ai pas entendu aucun leader souverainiste, aucun penseur souverainiste appuyer l'idée d'un conseil constitutionnel. J'ai pas entendu ça. Non, mais tu as raison qu'il y a plein de questions qu'il ne pose pas et qu'il ne soulève pas. Par contre, il y a quelque chose, je pense, que tu as peut-être qui t'a peut-être échappé. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des minorités qui se sentent suffisamment confortables à contester des lois qui font l'affaire de l'imposante majorité, bien ça c'est possible dans un Québec province. Dans un Québec pays, tu n'écœures pas la majorité là, avec des affaires qui font autant l'affaire de la majorité. Tu penses? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que ça va être une démocratie libérale avec des groupes. Mais c'est la même affaire. Non, mais je veux dire, je dis pas que les minorités seraient écrasées. Mais quand tu es dans une province, OK, puis qu'il y a une loi qui ne fait pas ton affaire, puis que tu te dis, ben écoute, de toute façon, c'est même pas. Ils sont votés une petite loi, elle est mignonne, cette loi-là, mais ils ne sont pas chez eux. On va aller voir les tribunaux du pays qui est le vrai pays, c'est le Canada. Il y a un rapport de. Je ne veux pas envie de dire pouvoir, parce que ça pourrait être mal interprété, mais il y a un rapport de. Il y a une dynamique qui change. C'est-à-dire que tout le monde comprend un peu c'est quoi les valeurs du Québec, c'est quoi alors que c'est ambigu en ce moment. C'est très, très, très pas clair. Là, moi, je pense que l'ambiguïté... c'est pas très juridique, mon analyse. C'est pas très juridique. Mais moi, je pense que on aura toujours une minorité anglophone, même dans un Québec souverain. On aura toujours... la minorité anglophone, Guillaume, elle est majoritaire au Canada. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça. Mais dans un Québec souverain, ça va être moins vrai. Là, elle va être, même en droit international, elle va être une véritable minorité. Donc là, ça va être... Il va y avoir toute une rhétorique. Il va y avoir tous des postes souverainistes qui vont nous dire maintenant que nous sommes majoritaires chez nous, il faut être encore plus généreux envers les minorités. Il faut encore plus d'écoles anglaises, encore plus de financement McGill dans un Québec souverain parce qu'on veut être un Québec souverain exemplaire. Il va y avoir de ça. Là. Les pluralistes, radicaux, les trudeauistes, ils ne disparaîtront pas après la souveraineté. Ils vont se réinventer. Je sais pas. Je regarde comment ce que les francophones demandent au Canada anglais. Ils prennent, je veux dire, sans dire qu'ils prennent leur place, parce que ça serait vulgaire, ils ont accepté qu'ils sont minoritaires, puis ils comprennent que c'est ça la dynamique. Ils se battent toujours, puis ils vont toujours chercher des gains. Oui, mais ils ne sont pas achalants. Ils sont pas achalants. Pas à ma connaissance. Je pense qu'il y a du monde qui est trop achalant dans les gouvernements provinciaux qui sont forcés de construire des écoles francophones alors que ça qu'ils ne pensent pas d'en avoir besoin. Là. Donc, s'il y a un référendum, tu votes oui? Je pense que je voterais oui, effectivement. Ouais. Mais la question, c'est... J'ai comme l'impression, si je peux utiliser une image, c'est comme si moi, je suis le gars qui veut aller du point A au point B.
Le point B étant la liberté politique pour le Québec, souveraineté association. Puis là, j'ai un véhicule, le Parti québécois, qui me dit embarque dans mon char, on s'en va au point A. Puis là, je dis ah ouais, mais je vais embarquer. Puis là, il me dit, mais là, je dis ah, mais il y a un mur là. Fait que, on peut-tu le contourner? Puis là, le véhicule me dit, le chauffeur me dit non, moi, je rentre dans le mur. Là, moi, ça me tente d'aller au point B, mais je suis pas sûr que je vais embarquer dans le char. Tu me suis? Fait que moi, je veux bien là, un référendum, je veux bien voter oui, mais s'il n'y a pas de nationalité, qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel, qu'il n'y a pas de tentative de réforme du fédéralisme canadien, qu'il n'y a pas de souveraineté partenariat, je disais, ça va être un échec. Je peux bien voter oui, mais je serai le oui qui fera 32% plus 1. Bravo, mon plus 1, ça va être très, très bon. Non. J'aimerais ça que ce soit sérieux, ce troisième référendum-là. Puis pour l'instant, je ne le vois pas. Puis après ça, je ne dis pas que ça ne peut pas changer. Puis je suis très critique du fait que le Parti québécois ne propose pas de souveraineté association, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que l'association, vaut mieux que ça vienne dans la campagne pré-référendaire. Vaut mieux que ça vienne 3-4 mois avant le référendum, comme en 1995 avec l'entente du bois de juin, avant le référendum d'octobre. Fait que tout n'est pas perdu, autrement dit, mais il va falloir que des gens, dont moi, si ça vous intéresse, les auditeurs, écrivez-moi, on s'organise puis qu'on dise au Parti québécois, allô, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir que ça soit souveraineté association. Puis idéalement, il faut une tentative de réforme du fédéralisme avant. Ils ne seront pas d'accord, il va falloir avoir un rapport de force, mais si au bout de 3 ans et demi de mandat péquiste, sont à 29 % d'appui à la souveraineté, là, d'après moi, ils vont être à l'écoute des gens qui vont leur proposer autre chose qu'un troisième référendum assurément perdant. Fait que tout est possible. C'est une belle conversation. Tu vois, quand le droit rencontre autre chose, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je pouvais vraiment aujourd'hui revendiquer, mais juste être clair sur la question, parce que c'est un argument qui est béton, je pense, celui que tu as présenté, voulant que la Charte des droits du Québec ressemble beaucoup à la Charte des droits du Canada. Et d'ailleurs, on pourrait parfois prendre la Charte des droits du Québec, être une minorité, puis dire « Ah, vous allez trop loin dans ce sens-là ». Mais dans un Québec pays, c'est ça mon argument, je vais essayer de le présenter plus clairement, parce qu'il pourrait être mal interprété. La dynamique changerait. Des fois, j'ai l'impression que la majorité se fait écœurer ici. C'est-à-dire que la majorité se vote une loi qui fait son affaire, et les minorités qui ont tout à fait le droit d'être là, puis tout à fait le droit d'être vigilantes et tout à fait le droit de se sentir des fois interpellées, agressées et d'avoir des tribunaux et d'avoir une assise juridique pour aller de l'avant. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est parce que c'est dans une province et que cette province-là est francophone dans une mare anglophone qu'elles peuvent aller aussi loin que ça. Et je pense que les anglophones qui resteraient, par exemple, dans un Québec pays, sans dire qu'ils contesteraient jamais les lois, ils comprendraient que la dynamique a changé. La majorité serait chez elle. Tu comprends? C'est là que je comprends l'argument. Surtout pour les Anglo-Québécois, je pense que oui, parce que là, ils font partie de la... Ouais. Ils ont leur gouvernement. Et ceux qui resteraient voudraient rester. Sur la tête du gouvernement du Québec. Ceux qui resteraient voudraient rester. Ouais. Donc, si vous voulez rester, ça serait pour vivre comme la majorité l'a bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Ça a été une bonne discussion de fond. Je pense aussi que ça a servi peut-être aux théoriciens et aux ingénieurs et aux architectes qui sait de demain. Il y avait beaucoup d'idées. Ton téléphone reste ouvert, j'imagine? Oui, certainement. Merci à vous d'avoir été là. Oh, je me suis trompé de caméra. Si vous aimez ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Il y a le Patreon, le lien dans la description. Vous pouvez nous rejoindre également. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes abonné. Donc, vous voyez le contenu apparaître dans votre algorithme. Mais si vous rejoignez l'aventure, descendez, vous allez voir le bouton se joindre, rejoindre. Vous allez pouvoir, pour une modique somme, accéder au contenu 3 semaines d'avance, ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Et l'intérêt, c'est vraiment aucune publicité. Maudit que c'est gossant la pub. À mardi prochain.